Bonjour Samim, Bonjour Adrien. merci d'avoir accepté l'invitation de Kif Tadif. C'est moi qui te remercie, je suis très content d'être parmi vous. Tout pareil. Kif Tadif, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est un podcast pour vraiment célébrer la différence. On est parti du constat que c'est souvent vu comme une marginalisation et donc nous on voulait valoriser à Radio Arc-en-Ciel cette différence-là. C'est une richesse avec laquelle il faut apprendre à vivre et quoi de mieux que des gens qui sont confrontés à la différence tous les jours pour en parler. C'est donc pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est pour aussi donner justement un espace d'expression aux personnes issues de minorités. Voilà, c'est très important. Et donc voilà, pour en revenir à toi, on va quand même te présenter. Samuel McGanul, tu es enseignant-chercheur et professeur d'université à l'Université de Strasbourg. Directeur du département des études turques et co-responsable de l'équipe de recherche religion et pluralisme. Oui, J'ai tout bon. Tout bon, C'est ça, au CNRS. au CNRS. Ouais, voilà, ok. Et tu es aussi papa de 3 enfants, C'est ça. on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, j'ai 3 garçons. Super, ok. Est-ce que tu as autre chose à Non, rajouter? voilà, tu as bien résumé ma vie. Ok, c'est ça. C'est exactement ça. Très Yes. bien. Et pour repartir du début, donc tu es né et tu as grandi à Istanbul, C'est ça. pour un peu de contexte. Tu as étudié au lycée Galatasaray, lycée franco-turc déjà à l'époque. Ouais. C'est un lycée public turc, mais où l'enseignement est à moitié en français. Ouais. Donc c'est un lycée qui est très ancien, 1868, la fondation, et donc pour reproduire des francophones dans l'Empire ottoman. Et ensuite c'est devenu un lycée public, et donc j'ai étudié dans les années 70 et 80 au lycée Galatasaray. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de donner la date, t'inquiète. Voilà, c'est vrai, peut-être. Il n'y a pas de souci. Mais, Pour deviner mon âge. Voilà. et donc ensuite l'école des mines. C'est ça. Et tu choisis de partir en France à l'âge de 23 ans, donc dans les années 90, pour t'inscrire ensuite à la fac d'histoire à Strasbourg. Pourquoi ce choix? Pourquoi l'Alsace en particulier? Ah, pourquoi l'Alsace? Par des connexions évidemment amicales, par des connaissances. Mais il se trouve que quand j'étais en Turquie, j'étais guide. Et donc j'accompagnais les groupes français francophones, et il y en avait déjà des gens qui venaient de Strasbourg. Et donc effectivement, ma première destination a été Strasbourg en 1990. D'accord. Encore une fois, j'ai donné une date. 1990. Et donc du coup, je suis un Strasbourgeois. Je ne n'ose même pas dire que je suis un Strasbourgeois d'adoption, puisque je vis à Strasbourg depuis plus de 35 ans maintenant, et donc je n'ai jamais quitté Strasbourg, et donc je suis très très content de ma ville. Donc ce qui fait que maintenant j'ai vécu bien plus à Strasbourg qu'à Istanbul. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je suis davantage strasbourgeois qu'istambouliote, mais dans les deux villes, évidemment, je me sens tout à fait à la maison chez moi. Ouais. Super. Et justement, parlons d'identité plurielle. Est-ce que ça a été dur pour toi en fait d'être à l'aise avec la culture alsacienne? Bon, je pense pas, parce que ça fait quand même 35 ans du coup, donc tu as eu le temps. Mais... Alors, est-ce que ça a été dur? Si ça a été dur, je ne m'en souviens pas. Je m'explique. Effectivement, quand je suis arrivé, je me suis installé à Strasbourg, en Alsace. Mon premier logement est à Gödertheim. Je dis bonjour à ceux qui sont à Gödertheim. Et donc ensuite Strasbourg Centre. J'ai changé vraiment beaucoup d'appartements, beaucoup de logements à Strasbourg. Maintenant, j'habite au centre. Et donc, quand je me suis installé en Alsace, effectivement, il y avait un certain nombre de particularités alsaciennes, plus à l'époque que maintenant d'ailleurs. Maintenant, ces particularités alsaciennes tendent à disparaître un tout petit peu, surtout au centre-ville. Ceci étant dit, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un choc civilisationnel, un choc de culture. C'est peut-être dû à ma personnalité également, où je m'adapte facilement, et donc je m'étais adapté facilement, à la fois à l'accent alsacien, qui tend à disparaître également aujourd'hui, mais qui en avait à l'époque, à la cuisine alsacienne bien entendu, au comportement, je sais pas moi, au code de comportement. Et donc finalement, ça s'est passé d'une manière naturelle, voilà, sans beaucoup de difficultés. Je n'ai pas le souvenir de ce choc. Voilà. Et donc, pour en revenir du coup à l'enseignement, la recherche, c'est parce que c'est un peu, ça a été ta première passion.
Alors effectivement, donc comme je t'ai dit, j'étais guide quand j'étais en Ouais. Turquie, donc j'ai fait des études d'ingénierie, bien entendu, mais j'étais très 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 intéressé, j'adorais toute la question de l'histoire, j'étais très engagé en politique également, et quand je suis venu en France, au bout d'un certain temps, il a fallu que je trouve un moyen de rester en France, Mmh. et donc j'ai fait une candidature à la faculté d'histoire de l'université de Strasbourg. À l'époque, c'était l'USHS, Université Mmh. de sciences humaines de Strasbourg, donc les trois universités n'étaient pas réunies à l'époque, et donc par la grande surprise, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont accepté. Et donc à partir de ce moment-là, quand je suis entré au palais universitaire de l'université de Strasbourg, eh bien j'ai compris que j'étais chez moi. Ouais. J'étais vraiment à l'aise, donc du coup, j'ai fait à l'université de Strasbourg un DUG, ensuite une licence, ensuite une maîtrise, des DEA, doctorat, et Mmh. donc ensuite c'est resté, je suis resté. Donc on peut dire que depuis 35 ans, non seulement je suis un Strasbourgeois, mais je suis un universitaire. C'est D'abord ça. étudiant, Ouais. ensuite enseignant-chercheur. Et donc, l'université, et peut-être plus que Strasbourg ou Istanbul, Mmh. est ma maison, chez Ouais. moi. Et je passe ces 35 dernières années avec des générations qui se renouvellent chaque année. Ah oui. Cette génération de, je crois, 17, 25 ans Mmh. qui Mmh. se renouvelle, qui me permet d'être toujours dans l'actualité. Ouais, ouais, bah, puis te confronter, je pense aussi Bien à sûr. une génération qui est souvent vue comme, pensant différemment, C'est avec vrai. des idées nouvelles. C'est vrai. Alors, de deux manières. Mmh. Premièrement, donc effectivement, toute la génération qui se renouvelle, et plus on vieillit, plus on a du mal à comprendre ces nouvelles générations, ce qui Mmh. n'est pas mon cas, puisque moi je vois dans la longue durée cette évolution, d'une part, et d'autre part, la moitié de mes étudiants. Donc je dirige, comme tu as dit, le département d'études turques de l'université de Strasbourg. C'est un des deux seuls départements d'études turques de toute la France. Mmh. Il y a un deuxième à l'INALCO à Paris, et donc le premier est ici. Donc la moitié de mes étudiants, approximativement une centaine d'étudiants, bon an, mal an, sont des générations nées, socialisées, éduquées en France, Mmh. en grande majorité en Alsace, mais qui sont issus de l'histoire de migration. D'accord. Leurs parents, leurs grands-parents, la moitié de leurs parents Mmh. ont migré. Mmh. Donc du coup, eux, ils ont de renouvellement de cette pluralité identitaire dont tu mentionnais, et je vois Mmh. leur évolution également, je les vois naviguer entre plusieurs appartenances, plusieurs cultures, plusieurs langues, bien Mmh. entendu, plusieurs générations. Et également, ils sont très strasbourgeois, ils sont très Ah. alsaciens d'un côté, mais aussi ils ont une projection de la culture turque ici même en Alsace, ce qui fait que j'observe depuis ces 30 dernières années cette évolution également, ce qui me permet d'être à jour Ouais. dans toutes mes observations Mmh. de cette pluralité. Ouais, 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 et ça a vraiment été, donc ce choix-là, tu es resté dans la recherche, mais parce que même si tu te prédestinais pas Par paresse forcément à ça. peut-être. Peut-être que rester à l'université et de faire des longues études Mmh mh. me permettait de ne pas aller chercher du travail peut-être à Ouais, l'époque. Je ne me souviens plus, mais vraiment. mais tu es heureux de ton choix Ah aujourd'hui, oui, donc oui, au bien sûr, final, j'ai du mal. Et il y a eu un seul moment où il y avait une possibilité de bifurcation. J'avais travaillé au Conseil de l'Europe en 96, il me semble. Et donc là, il y avait une hésitation. Est-ce que mmh, je continue avec la recherche, ou est-ce que je reste dans une fonction un peu plus habituelle, de mmh 9 heures à 18 heures tous les jours? Eh bien, j'avais fait ce choix du CNRS. À l'époque, c'était le CNRS, mais ça me convient parfaitement. ouais, c'est ça, il y a pas forcément besoin de changer si ça te Non, convient non, déjà. Non, c'est super, et donc du coup, ton objet de recherche, de prédilection, c'est donc, là, la minorité turque, la alors pas seulement la diaspora, minorité. Donc, je travaille sur le concept de minorité. mmh Donc, euh, c'est ce concept qui est mon objet de recherche. Évidemment, ce travail plutôt théorique, sous plusieurs disciplines, histoire, sciences politiques, droit, sociologie, je l'illustre par des cas d'études. mh, Et les cas d'études, là tu as raison, j'ai beaucoup travaillé sur des minorités non musulmanes vivant en Turquie, notamment la minorité grecque-orthodoxe de Turquie. J'ai mmh beaucoup travaillé sur les minorités musulmanes des Balkans, donc les ouais, minorités religieuses dans les Balkans issues de l'Empire ottoman. Et là, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelle une nouvelle minorité issue des migrations. Alors attention, ce ne sont pas des immigrés. Mon centre
centre d'intérêt n'est pas ceux qui sont, des gens comme moi, ceux qui sont nés, socialisés dans un contexte et qui ont migré dans un autre contexte. Moi, je suis un vrai immigré. Donc, je suis né, socialisé, éduqué dans un contexte et je suis venu à l'âge adulte, ici en France. Donc, évidemment, mon approche à cette pluralité culturelle, pluralité identitaire est différente de ceux qui sont nés et socialisés dans le pays où ils vivent. Souvent perçus comme venant d'extérieur. Moi, je suis un immigré. Un immigré est un statut à vie. Je mourrai comme immigré. Parfois, on me dit, oui, mais si tu repars en Turquie, je trouve que si je repars en Turquie, au bout de 35 ans, je vais être immigré en Turquie. C'est ça, oui. Voilà. En revanche, ceux qui sont nés, socialisés, éduqués ici sont perçus comme venant de l'étranger, comme venant d'ailleurs. Et parfois, la frange la plus active de cette minorité se perçoit aussi comme venant d'ailleurs, même s'ils sont nés à Ingolsheim, même s'ils sont nés à Bischwiller, même s'ils sont nés, je ne sais pas moi, à Strasbourg. Et c'est cette attitude-là, ce dynamisme entre être d'ici et de ne pas être d'ici, cette perception, autoperception qui constitue le cœur de mon travail. D'accord. Ah oui, c'est passionnant. Et parce que, du coup, moi, j'ai aussi des origines créoles et effectivement, je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui ont vécu entre plusieurs cultures, dans le sens où, par exemple, moi, en métropole, je me sens en partie réunionnais, mais quand je suis à La Réunion, je me sens vraiment c'est souvent français. Le cas. Je pense, Adrien, que l'identité est toujours la réponse à une question. Soit une question directe, qui tu es, d'où tu viens, etc. Donc je viens là. Soit une question indirecte de la société. Sinon, l'individu ne se place jamais automatiquement et naturellement dans un groupe. Il faut que ce soit une réponse. Donc du coup, cette identité plurielle dont tu parlais est une identité plurielle non seulement au moment même on est différentes choses, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que c'est l'identité à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, ça n'est pas identique. Et notre interlocuteur, qui est en face, fait que nous, on se place dans un groupe. Évidemment, je me sens parfois, comme tu viens de dire, très turc. Très turc. Je me sens parfois très français. Très, très français. Parfois, quand j'entends les discours nationalistes fascisants des deux côtés, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je me sens parfois très méditerranéen. Je me sens parfois papa. Je me sens parfois homme avec ma femme. Donc, il y a toute une pluralité du moment qui dépend de l'interlocuteur. Aucun individu ne peut être enfermé dans une seule identité. Et donc, moi ici, je refuse qu'on m'enferme dans une identité turque ou immigrée ou quoi que ce soit. Je suis autre chose. Je suis turc, mais je suis autre chose également. Oui, je pense que c'est peut-être un peu un travers ou un biais. On a tendance à oublier justement cette pluralité dans l'identité et à un peu tout schématiser facilement. Et donc, toi, par rapport à la recherche, par rapport à cet objet de recherche de l'identité, le but c'est de visibiliser aussi certains comportements sociétaux. Alors, visibiliser, non, mais comprendre si. Alors, notre rôle, c'est d'analyser, de comprendre et parfois d'expliquer. Parfois, on n'arrive pas à expliquer, mais parfois d'expliquer. Il y a, comme tu sais, il y a deux attitudes. Il y a une attitude, c'est une attitude weberienne, j'utilise un mot, qui demande une recherche dénuée des valeurs. Autrement dit, afin que la recherche soit la plus objective possible, on appelle ça la neutralité axiologique, il faut que le chercheur, l'observateur ne juge pas. Donc soit complètement à l'extérieur de ce qui se passe. Donc, il y a un autre regard, c'est plutôt sartrien, c'est le chercheur engagé, l'intellectuel engagé, voilà, qui rend visible, qui défend une cause, etc. J'ai du mal à trouver ma place entre ces deux extrêmes. Des fois, il faut juste pas la trouver aussi. Parfois, effectivement, je me dis, je ne juge pas, je me place à une neutralité et j'essaie de comprendre, d'analyser et d'expliquer tel ou tel comportement. Parfois, je me dis que, mince, alors c'est une cause à défendre, donc il faut que je défende cette cause puisqu'il y a une injustice. Là aussi, je me vois balancer entre deux attitudes. Je crois que je n'ai pas réussi à faire mon choix entre ces deux extrêmes. Et peut-être qu'il faut juste pas le faire. Voilà. Non, en tout cas, c'est super intéressant comme positionnement. Quel est le but, du coup, autre de la recherche? Est-ce que on va essayer d'éveiller, du coup, les consciences, peut-être, par la compréhension? Alors, donc, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette d'enseignant.
en face de moi, j'ai des générations auxquelles il y a non seulement une transmission de savoir, mais également une mission évidemment de promotion sociale. J'ai en face de moi des enfants, des classes laborieuses, des immigrés, etc., qui, à travers l'éducation, alors évidemment, c'est devenu un principe un peu vieillot maintenant en France, cet ascenseur social, c'est l'école qui est ascenseur social, mais j'y crois encore, Et donc, il y a ça, bien entendu. Il y a le fait de donner à ces générations un avenir riche, rayonnant, etc. De l'autre côté, il y a la question de la recherche. La recherche répond à une envie de comprendre, une envie d'analyser, et pour ceux et celles qui veulent comprendre également, une envie d'expliquer. Et effectivement, la production de la recherche, c'est-à-dire conférences, articles, livres, je ne sais pas moi, colloques, etc., font qu'il y a cette transmission à travers de savoir, à travers la recherche également. Mais les deux me font comprendre que le savoir également est dynamique. C'est-à-dire que notre but, c'est de produire un savoir qui ne soit pas statique. Voilà, ça n'est pas la vérité absolue. C'est un savoir qui va permettre d'utiliser, de trouver d'autres savoirs, d'améliorer encore. Et puis qui évolue aussi avec son temps. Qui évolue, bien entendu, qui évolue avec son temps, qui évolue avec des valeurs, avec des situations, des contextes, bien entendu. Il y a un certain nombre de principes auquel on essaye de s'en tenir, mais même là, donc le dogmatisme, en réalité, est contre-productif pour faire une bonne recherche, une bonne production. On prend ce qui est sur le terrain, ce qui est dans les archives, les observations, et on essaye d'analyser à travers une production scientifique. Ça n'est pas en réalité une chose facile d'essayer de comprendre, d'analyser et d'expliquer, mais d'être en même temps enseignant. Je crois que le système français est très bon de ce point de vue, donc enseignant, chercheurs, d'être en même temps enseignants, nous confrontent à la réalité de la transmission du savoir. Est-ce que ces générations comprennent et reçoivent? C'est pour ça qu'il y a cet équilibre entre ces deux. Parce que ça t'aide forcément à formuler. Bien sûr. Pour être compris. Bien entendu, à formuler, à encadrer, à cadrer mon propos, à structurer le propos. Tout ceci est vraiment très, 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 très important. Effectivement, en France, nous avons trouvé en quelque sorte, nous sommes en train de le perdre, il faut le dire. Il faut le dire que l'enseignement et la recherche est en pleine évolution également, comme toute la société. Donc, mais cet enseignement et recherche publique, donc, soutenu par l'État, me tient à cœur. Je suis vraiment un enseignant-chercheur fonctionnaire français qui tient à son statut à vie. Voilà. Et donc, nous avons cette possibilité d'être libre de discuter, libre de transmettre et libre de produire. Je trouve que nous sommes en train de le perdre et c'est très dommage. Ça fait la spécificité de la France, puisque je suis confronté et je collabore avec des collègues d'ailleurs, des États-Unis, d'Italie, de Turquie, de Grèce, etc. Je vois qu'il y a cette spécificité, cette richesse, cette facilité en France que nous sommes en train de perdre et je le regrette. Voilà. Parce que justement, ça allait être un peu ma question d'après. À quel point est-ce que tu vois que tu es libre dans la recherche et comparé à, par exemple, de la diplomatie ou de la politique, quelles sont les différences? Alors, tu as bien raison. Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit que nous sommes bien plus libres que les diplomates, les autres fonctions publiques. Là, effectivement, il y a un propos à tenir sur tel ou tel sujet, il y a une position de l'État à transmettre, alors que le cadre universitaire, les quatre murs d'un amphithéâtre ou d'un bureau de CNRS nous protègent. Nous protègent donc et nous donnent une liberté que les autres fonctionnaires n'ont pas. Maintenant, les choses changent. Là aussi, les choses changent. Nous avons vu, notamment, il y a un certain nombre de sujets tellement sensibles, tellement difficiles. La question Israël-Palestine, la question du genre, par exemple, tellement sensible que
effectivement, nous sentons également sur nos frêles épaules la pression de penser ou de dire de telle ou telle manière, ou de ne pas dire telle ou telle manière, ou de se taire, de taire pour telle chose. Là aussi, c'est un petit danger. Je crois que le sanctuaire qui était l'université et le CNRS, donc mes deux maisons, le sanctuaire n'est pas aussi ne sont pas aussi protecteurs qu'ils l'ont été il y a quelques années. Donc peut-être que c'est pour un bien, je ne sais pas. Je n'ai pas de jugement de valeur, mais je trouve que quand même cette liberté que nous avions, nous l'avons moins. Ouais, je comprends bien. Et donc, en fait, maintenant, je voudrais surtout m'intéresser un peu à ton identité de père, comme tu disais tout à l'heure, parce que la recherche, c'est une grande partie de ta vie, mais la vie de famille aussi. Oui. Et dans cette vie de famille, il y a un aspect tout particulier qui m'intéresse, c'est celui de la langue. Ça va aussi avec ton orientation professionnelle. Bien sûr. Quel est ton lien avec la langue turque et comment est-ce que ça rentre en compte dans ta vie familiale? Alors, c'est une très bonne question. Premièrement, la langue turque, c'est une langue que j'utilise dans ma vie professionnelle, puisque je dirige le département du turc et j'enseigne cette matière. Deuxièmement, avec mon épouse, à la maison, nous parlons en turc. Et donc, du coup, il y a une lecture en turc. Nous écoutons les podcasts en turc à côté de ceux qui sont en français, bien entendu, et en anglais aussi. Voilà, mon épouse parle norvégien, donc elle écoute des choses. Donc voilà, on est vraiment et on prend le turc comme une langue de communication. Mais comme tu viens de dire, j'ai 3 garçons. 3 enfants qui sont tous les 3 donc nés en France, qui sont tous les 3 nés à Strasbourg. Donc, du coup, ce sont des Strasbourgeois, si j'ose dire. Alors, les 2 grands, j'ai 2 enfants qui sont adultes, qui vivent à Paris. Eux, ils ont migré. Ils n'ont pas migré de France à Turquie. Mais migration intérieure. Voilà, ils sont allés en France de l'intérieur. Ils vivent à Paris. Alors, il y a eu effectivement une petite résistance, peut-être au début, ce qui est tout à fait normal, mais maintenant, ils se débrouillent. Alors, le turc n'est pas leur langue forte. Évidemment, leur langue forte, c'est plutôt c'est le français, bien entendu. Ici, nous avons la chance à Strasbourg d'étudier dès la maternelle jusqu'à la fin du lycée en bilingue. Donc, ils ont étudié en bilingue, français et allemand. Je crois qu'un des deux a l'Abibac, c'est l'Abitur et le baccalauréat. Donc, ils sont germanophones. Évidemment, ils sont anglophones et ils sont turcophones également. C'est pas leur plus fort, mais ils sont turcophones également. D'autant plus que mon deuxième fils, Arman, qui a 25 ans maintenant, 26 ans, joue un instrument de musique à la turque. Il est ingénieur, mathématicien. Donc il n'a pas beaucoup de rapport avec la Turquie, mais il a un rapport avec la culture turque. Mon fils aîné, Teoman, qui a 28 ans, qui est un historien de l'art, mais très français, mais qui s'exprime en turc tout à fait correctement. Maintenant, j'ai un troisième fils, Luca, qui a 6 ans, qui lui présente une résistance extraordinaire au turc, alors qu'avec sa mère, avec ma femme, on se parle en turc à la maison, mais lui, il est très, très en retrait. Lui aussi, il va à l'école bilingue, donc il va à l'école bilingue franco-allemande. Donc là, il dit qu'il est français, qu'il ne veut pas entendre parler le turc, mais évidemment, ça va passer. Ça n'est pas si important. Oui, peut-être que ça viendra à l'âge adulte, peut-être pas. Mais quand même, c'est intéressant de voir quelles sont les différentes attitudes des enfants vis-à-vis de la langue. Parce que la langue n'est pas seulement un outil de communication. Là, pendant tout le 19e siècle, on a pensé que c'était un outil de communication. J'ai faim. Nous partageons une langue. Je te dis j'ai faim et tu comprends que j'ai faim. Donc, un outil de communication. Mais maintenant, à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, on a compris que cette compréhension exigeait une chronologie. D'abord, je pense que j'ai faim et ensuite je transmets que j'ai faim. Or, sans la langue, je ne peux pas penser que j'ai faim. Donc, la langue, elle est la pensée elle-même. Parfois, il arrive qu'il n'y a rien à communiquer, mais il y a des mots qui sortent quand ce matin j'ai claqué la porte de mon appartement et j'ai oublié les clés à l'intérieur, il y a des mots qui sont sortis de pourtant il n'y a personne à communiquer. Donc c'est la pensée, c'est la pensée elle-même. C'est pour ça que être plurilingue
est importante, non pas pour la communication. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est traducteur, communication n'a pas d'importance. La langue est la personne elle-même, c'est la pensée elle-même. Il existe des manières de penser dans une langue qui n'existent pas dans une autre langue, et vice-versa. C'est pour ça que maîtriser plusieurs langues, c'est maîtriser plusieurs manières de penser, et je trouve que c'est très très important. Et puis au-delà de ça, il y a aussi, moi, l'aspect qui m'intéresse le plus, j'ose dire presque, c'est l'appartenance culturelle qui va avec cette langue. Oui, bien aussi. sûr, bien sûr. Ça véhicule toute une culture au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire que la musique, la littérature, etc., mais également une culture comportementale, c'est-à-dire qu'il y a la distinction de bien et du mal. Un tel ou tel comportement dans tel contexte et tel peuvent être véhiculés par la langue. C'est pour ça que les maîtriser et de maîtriser d'être dans plusieurs contextes. C'est pour ça que c'est à ça que je donne plus d'importance plutôt que la communication. Communication, bon, facile maintenant. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que pour la petite anecdote, effectivement, le créole réunionnais est encore très important, parlé plutôt par les gens de la génération de mes parents. Et donc, voilà, c'est... il y a toute une question de transmission et même la fac, l'université de La Réunion offre des cours de créole pour justement que ça ne se perde pas, parce que je trouve qu'il y a plein d'expressions idiomatiques qui peuvent se perdre et ça rajoute de la saveur et ça permet aussi vraiment de se sentir intégré au sein d'un groupe. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être cet aspect de la langue aussi à prendre en compte. Sûr. Mes étudiants parfois ne remarquent pas, je les vois dans le tram, je les vois en train de discuter entre eux, entre elles. Je vois qu'ils produisent une langue qui n'existerait pas sans le français, qui n'existerait pas sans le turc, qui n'existerait pas sans l'Alsace. Donc ils sont en train de produire. Donc la langue aussi est produite et reproduite constamment grâce aux langues minoritaires. Ouais. Voilà. Ouais, en partie. Et c'est sûr que, c'est important. Je pense que de venir se nourrir de toutes ces origines-là. Le nom de ton émission, Kif Tadif, Kif, c'est en arabe, c'est Kif, ça veut dire le bien-être. Ouais. Donc, kiffer, le verbe kiffer en français est un verbe en arabe. Voilà, comme quoi la boucle est bouclée. C'est parce que je vois là en face de moi. Et donc, par rapport à la langue et à l'identité, peut-être pour commencer un peu à boucler le sujet, est-ce que c'est une réalité que tu as eu du mal un peu à accepter au début, de devoir toujours naviguer entre les cultures et les identités? Est-ce que c'est presque fatigant, j'ose dire? Ça n'est pas fatigant. L'inverse est fatigant. C'est-à-dire que dès que je switch, je passe, allez, je parle français correct, je passe d'une langue à une autre, je change également la manière de penser. C'est très important. C'est-à-dire que continuer à être dans une langue, mais dans un autre contexte, ça c'est très fatigant, puisque on a du mal à mesurer les codes comportementaux. Alors que la langue nous permet justement d'être à l'aise, d'être chez soi. La langue est également un chez soi. Donc je trouve que ça l'est toujours d'une manière tout à fait naturelle. Quand j'écoute des émissions de radio, quand j'écoute une émission de radio en français, je me mets dans ce contexte-là et je reçois les messages dits ou non dits vis-à-vis de la France, puisque nous sommes en France. Quand j'écoute une émission de radio en turc, eh bien, je suis plutôt dans ce contexte-là. C'est pour ça que c'est très intéressant. Tu sais qu'il y avait un anthropologue franco-turc qui s'appelle Altan Gökalp qui disait que la télé est l'aquarium du foyer turc. Donc, c'est toujours allumé. D'accord. Et donc maintenant, je sais que peut-être parmi nos étudiants, il y en a qui regardent des séries télévisées turques. C'est un marché extraordinaire. Et donc, une partie de mes étudiants et de mes étudiantes sont très fans de cette série télévisée. Et dès qu'ils entrent dans cette série télévisée, ils sont dans un contexte très turc, très turc. Mais dès qu'ils sortent
de chez eux, de chez elles. Ils sont dans ce contexte alsacien. Et eux aussi, ils naviguent sans se fatiguer, entre plusieurs contextes. Je trouve plutôt que c'est une bonne chose. C'est pas une si mauvaise chose. Oui, très bien. Merci pour C'est moi qui te remercie. tout ce discours sur vraiment cette conversation par rapport à la langue, à l'identité. Merci de m'avoir appris plein de choses. C'est un des avantages d'avoir un professeur d'université en face de soi. C'était très édifiant et merci aussi pour la simplicité avec laquelle tu partages toutes ces informations. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a des projets d'avenir parce que en tant que professeur, je sais que tu as des conférences, mais... Ah oui, il y a plein de projets, mais il y en a un qui me tient à cœur, c'est que, puisque nous parlons de cette pluralité, c'est notre projet entre le département d'études turques et le musée alsacien. Alors, le musée alsacien, j'espère que nos éditeurs le connaissent, c'est un très beau musée qui a reflété ces 2 corps de ferme qui sont au bord de l'île, au centre-ville de Strasbourg, qui reflétait jusqu'à récemment une culture alsacienne très figée, une culture alsacienne très traditionnelle, donc les meubles, les habits, etc. Or, l'équipe du musée alsacien, une jeune équipe très très dynamique, a très bien compris que l'Alsace aussi était plurielle. Et donc il y avait plusieurs cultures qui s'entremêlaient en Alsace. Il y a eu l'ajout de la culture juive alsacienne dans ce musée alsacien. Le judaïsme alsacien est un judaïsme très ancré et très 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 important, donc fait partie à part entière de l'identité alsacienne, mais également ont voulu intégrer des objets, des concepts, de l'héritage de la culture turque, dans la mesure où les communautés très diverses, d'ailleurs, originaires de Turquie en Alsace, sont des communautés très riches et très nombreuses et très concentrées, etc. Donc, du coup, nous avons un accord avec le musée alsacien, nous avons lancé un collecte d'objets, un collecte de cet héritage-là, qui vont faire partie à la réouverture du musée alsacien après la restauration, entrant en restauration très bientôt, à la fois des collections permanentes, mais aussi on aura, j'espère, des expositions temporaires. Et donc, du coup, le musée alsacien devient de plus en plus la vitrine de l'alsacianité dans son ensemble, dans son entièreté. Et donc, ce projet vraiment me tient à cœur parce que ça touche à la fois mon département, à la fois mon état de Strasbourgeois et alsacien et mon état turc. Donc, vraiment, c'est la combinaison de tout. C'est un de mes jeunes collègues, Kerem Arslan, qui fait sa thèse avec moi, qui est en charge de ce projet. Et donc, véritablement, nous tenons à ce projet, à la réalisation de ce projet. Voilà. Oui, parce qu'en plus, ça vient un peu dépoussiérer l'identité alsacienne. Alors, on ne peut pas dire que c'était poussière. Mais effectivement, l'identité alsacienne, en tout cas, n'est pas figée, n'est pas ossifiée. Donc, justement, en dynamisme, grâce, encore une fois, aux cultures minoritaires. Donc, je trouve que c'est un projet vraiment très, très, très important. Oui, ça montre le brassage des cultures, même dans un territoire avec une identité culturelle très forte. C'est vrai. Donc, c'est un très beau projet. Merci beaucoup. Et peut-être un dernier message que tu aimerais transmettre à la jeunesse, je sais pas, par rapport à écoutez, la jeunesse, je les vois dès lundi parce que je reprends mes cours. Donc, nos cours commencent. Et effectivement, là, le message, c'est qu'il ne faut pas être découragé. Quand on voit l'état du monde, je pense que cette jeunesse-là, toi y compris, vous vivrez dans un monde dans lequel je n'ai pas vécu, moi. Donc, vraiment, ça va être difficile. Donc, je vous souhaite du bon courage. Merci beaucoup. Merci. Et écoute, moi, je retourne préparer des épisodes de Kif Tadif. J'invite nos auditeurs à suivre sur les réseaux. Et puis, je sais que tu es actif sur LinkedIn. Donc, on peut... J'espère que je vais pouvoir partager l'émission. Avec plaisir. Et puis, ce sera l'occasion de suivre l'évolution de tes projets sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. L'invitation. Au revoir. Merci.